L'euro a-t-il fait baisser ou pas notre pouvoir d'achat? Il se trouve que 20 ans après le passage à l'euro, 80% des Français pensent toujours que ce passage a fait baisser leur pouvoir d'achat. Sondage YouGov pour Moneyvox. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gottsman, responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la Cité. C'est marrant, en tout cas les Français n'ont pas varié sur cette question en 20 ans. Leur ressenti est toujours le même, notamment donc ce passage, cette valse des étiquettes il y a de cela 20 ans. Pourtant, les chiffres d'inflation de l'INSEE n'ont jamais corroboré cette impression. Voilà. Oui, en fait, je pense que le pouvoir d'achat, en fait, il recouvre quand même plusieurs éléments. Alors, je pense que le premier élément, celui dont on parle le plus souvent, finalement, c'est toujours celui de l'inflation. Le problème avec l'inflation, c'est que effectivement, comme vous le suggérez, en fait, elle a été plutôt faible. C'est-à-dire que depuis 1999, c'est-à-dire depuis l'introduction de l'euro, la moyenne d'inflation annuelle, elle a été de 1,75%. Cela dit, ça fait quand même 23 ans maintenant qu'on y est passé, et que donc si on fait le total des 23 années, ça nous fait quand même 50%, enfin 49% si on va être précis, donc 50% d'augmentation, en gros depuis ces années-là. Donc en fait, il n'est pas surprenant qu'on ait effectivement des prix qui soient plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant l'introduction de l'euro, mais c'est que 50% de plus sur une période quand même de 23 ans. C'est ça. Et si je fais une comparaison par rapport à ce qu'on avait les 23 années précédentes, c'est-à-dire en gros de 76 à 99, je me suis amusé à faire le calcul ce matin, en fait on avait 200% d'augmentation à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en gros on a un résultat qui est quand même 4 fois inférieur à ce qu'on avait précédemment. On est passé d'une inflation sur 23 ans qui était de 200% à 50%. On peut parler quelque part de bienfait de l'euro, puisqu'on a eu moins d'inflation cumulée en 20 ans quand on avait alors ça, il y a aucun souci. Effectivement, l'inflation a fortement décéléré sous l'ère de la zone euro. Mais cela dit, encore une fois, ce n'est pas le seul élément que les Français prennent en compte pour le calcul de leur pouvoir d'achat. Et je pense qu'il y a deux choses principales. Celle qui est la plus visible, c'est la problématique de l'immobilier, parce que l'immobilier est considéré comme un investissement. Or, les indices d'inflation sont des indices qui se construisent sur la consommation, et donc par opposition à l'investissement. Donc l'investissement immobilier n'est pas pris en considération dans le calcul de l'inflation. Or là, en fait, on voit une augmentation effectivement qui était très importante, mais cela dit, cette hausse de l'immobilier, elle est quand même le résultat principalement de la baisse des taux. Si je regarde par rapport en 1999, on avait des taux d'intérêt qui étaient à 10 ans qui étaient entre 7 et 8%, et du coup le taux d'emprunt immobilier était de 7 à 8%. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on achetait un bien immobilier, en fait avec des taux à ce niveau-là, on payait pour un mètre carré, et si je ramène à la situation actuelle, on a des taux d'intérêt qui sont inférieurs à 1%, qui sont proches de 0%, finalement je pourrais quasiment acheter 2 fois la même surface avec simplement la baisse des taux. C'est-à-dire qu'en fait, la baisse des taux, elle explique quasiment la multiplication par 2 des prix de l'immobilier sur cette période-là. Or, et donc c'est la faute de l'euro, donc c'est quelque part c'est la faute de l'euro et de la BCE, des banques centrales, si l'immobilier était aussi cher, et donc s'il y a de l'inflation en tout cas immobilière. Mais c'est là où il y a un énorme paradoxe, c'est que en fait finalement la baisse des taux d'intérêt, en fait, elle est plutôt le résultat de politiques monétaires qui ont été peut-être trop passives durant ces dernières années. C'est ce qui a fait que ces politiques monétaires trop passives ont fait que les anticipations de croissance et d'inflation du marché ont baissé, et c'est ça qui a fait baisser les taux d'intérêt. Et c'est ça souvent le grand paradoxe, c'est que finalement c'est sans doute la politique monétaire trop passive de la part des banques centrales qui ont fait baisser les taux et qui eux-mêmes ont propulsé les prix de l'immobilier. Après, vous savez, l'immobilier, ça dépend comment ça peut être vu, si on est propriétaire ou pas. Hein. Si on est propriétaire, on est très heureux, et si on n'est pas propriétaire, évidemment, on voit passer les trains. Évidemment, et c'est là où on arrive au troisième point, et je pense que c'est vraiment l'essentiel, c'est que donc on voit qu'on a eu une inflation qui a quand même été plutôt modérée au sein de la zone euro. On a vu une accélération par contre des prix de l'immobilier qui est due à des taux très bas, et en fait la problématique de la zone euro, c'est que on a sans doute eu une croissance qui a été inférieure à celle qu'on aurait pu avoir. C'est que finalement cette croissance-là, en fait, elle se traduit aussi par des salaires qui ont été faibles, et que finalement en termes de revenus, c'est là où sans doute ce qui s'est passé au sein de la zone euro et le mécontentement des Français et des Européens
peut voir le jour. C'est-à-dire que la croissance de leurs revenus a été bien moins importante qu'elle ne l'a été lors des décennies précédentes. Et c'est là où on voit le problème. C'est que le pouvoir d'achat, en fait, oui, c'est l'inflation auquel on est confronté, mais c'est également et surtout le niveau de revenu que vous avez. Et le niveau de revenu, par contre, il a fortement décéléré, et notamment avec des salaires qui ont vraiment cru à des niveaux assez faibles. Et si on regarde même, par exemple, si on fait une comparaison de court terme, on a aujourd'hui des salaires qui accélèrent assez fortement aux États-Unis, ce qui peut être vu de façon assez favorable. Et par contre, c'est pas un phénomène qu'on observe actuellement en zone euro. Si je regarde les prix qui ont été négociés, on va dire, sur le dernier trimestre de la zone euro, en fait, on a une progression annuelle qui est quasiment la plus faible depuis 1999. Enfin, après, donc, pour le moment, Nicolas, je vous coupe, mais les salaires qui augmentent aux États-Unis de 5%, en même temps, l'inflation est à 7%. Donc, oui, il y a toujours une perte de pouvoir d'achat. Oui, il y a une perte de pouvoir d'achat, mais au moins les salaires augmentent et on pourrait assister par contre au fil des prochains mois à une baisse en tendance de l'inflation, enfin c'est ce qu'on espère en tout cas pour les États-Unis, et donc de revoir justement une progression du pouvoir d'achat se matérialiser. Mais c'est là où je pense où le bas blesse. Mais par contre, quand on regarde l'inflation aujourd'hui qu'on constate au sein de la zone euro, on est à 4,9% pour l'ensemble de la zone euro, mais là-dedans, en fait, quand on décompose, on voit que c'est principalement les prix de l'énergie. On est à plus de 27%, je crois, 27% sur un an sur les prix de l'énergie, et c'est ça qui explique majoritairement ça. Et donc, par contre, on ne voit pas d'augmentation des salaires. Et donc, encore une fois, je pense que par rapport à votre sondage, que la question de l'inflation est effectivement problématique parce qu'elle est perçue comme ça, mais sans doute aussi parce qu'il y a un ancrage, on va dire, nominal dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'on fait toujours référence à des prix en francs, mais c'était quand même il y a 23 ans. Donc après 23 ans, c'est pas illogique aussi qu'on ait une augmentation assez significative des prix. Mais qu'on aurait eu d'ailleurs aussi, qu'on aurait eu sans l'euro. Les prix auraient continué à augmenter sans l'euro. Oui, évidemment, et encore une fois, quand on compare par rapport à la période précédente, c'était vraiment bien inférieur. Encore une fois, c'était 200% d'augmentation sur 23 ans, les 23 années précédentes, contre 50% pour ici. Et justement, c'est ça qui est toujours très paradoxal avec la question de la politique monétaire, c'est que on a l'impression que c'est une très très bonne chose que l'inflation soit la plus basse possible, mais en fait, l'inflation est surtout le résultat des salaires. Et donc, quand vous souhaitez une inflation extrêmement faible, en fait, ça veut dire que vous souhaitez que vos propres salaires soient aussi extrêmement faibles. Donc là, il y a un paradoxe qu'il faudrait justement arriver à corriger, et notamment dans la communication de la Banque centrale, de bien faire comprendre qu'également qu'une inflation un peu plus forte, c'est-à-dire au moins de revenir à 2%, ce qui est l'objectif de la BCE, permettrait également d'avoir une augmentation des salaires qui soit plus soutenue que ce qu'on a connu lors des dernières années, et ce qui pourrait donc, paradoxalement, permettre une augmentation du pouvoir d'achat. Bon, mais c'est vrai que ce sondage, 80% des Français qui pensent que le passage à l'euro, donc encore une fois, a fait baisser leur pouvoir d'achat, et surtout, plus intéressant, 51% qui sont persuadés que l'euro a amplifié l'inflation. On l'a dit, en France, sur 20 ans, l'inflation, c'est 1,4% par an selon l'INSEE. Après, il y a cette différence, et on y revient aussi, entre la perception qu'ont les gens, qu'on n'a pas à juger, c'est une perception en tout cas, et cette réalité statistique, ou ce chiffrage statistique. Là, je pense que le plus gros facteur, c'est vraiment l'immobilier. On va dire c'est là où, que ce soit sur les loyers ou sur le niveau des prix, l'augmentation est très forte. Et ça, oui, je pense que le biais il vient de là parce que c'est quasiment un tiers en poste de dépenses des ménages. Donc c'est effectivement très important. Et là, cette inflation-là n'est pas reflétée dans les chiffres d'inflation. Et justement, c'est un des points dans la revue stratégique de la BCE qui a été menée l'année dernière. Justement, ils souhaitent mettre en place un indice qui permette de prendre un peu plus en compte justement ces prix de l'immobilier pour devoir justement avoir un chiffre de l'inflation qui soit un peu plus le reflet de ce qui est vécu par les personnes. Et ça permettrait sans doute de faire monter un petit peu les chiffres, mais sans que ce soit très important. Mais encore une fois, c'est là où c'est le plus grand paradoxe, c'est que finalement, quand vous avez des prix de l'investissement qui montent, notamment de l'immobilier, c'est également le fait justement d'une politique de taux très faible et avec une inflation très faible, et que paradoxalement, ça alimente cette question-là. Et donc, finalement, si la politique monétaire européenne était un peu plus expansionniste et un peu plus en soutien de l'économie, on aurait des niveaux de revenus plus élevés, ce qui permettrait d'avoir des taux d'intérêt un peu plus élevés et du coup des prix immobiliers qui soient eux plus modérés. Et donc paradoxalement qui permettraient d'avoir véritablement et sensiblement une augmentation du pouvoir d'achat. On finit là-dessus, mais Nicolas, les Français donc un peu à la dent dure vis-à-vis de l'euro, et en même temps 56% d'entre eux sont opposés à sa suppression. Comme quoi c'est comme intéressant. Est-ce que c'est
C'est un mauvais combat. Enfin, cette dent dure, encore une fois, des Français à l'égard de l'euro, elle n'est pas justifiée, vous écoutez, en dehors de la question de l'immobilier qui est centrale. En tout cas, c'est là où moi je suis un peu plus optimiste, c'est que, en tout cas, l'euro en tant que tel, il ne peut pas grand-chose. C'est vraiment la politique monétaire qui est menée derrière et la politique monétaire qui est menée pour une banque centrale. Et c'est ça c'est une politique. Cette politique a été plutôt restrictive, et ce qui a conduit, on va dire, à une faible augmentation du pouvoir d'achat des Français. Donc, il n'est pas illogique qu'on ait la dent dure. Et par contre, l'optimisme qu'on peut avoir, c'est que cette politique est en train d'évoluer. L'année dernière, il y a eu une évolution qui est assez majeure, et que justement cette question-là de l'augmentation des salaires devient quelque chose qui devient un peu plus central, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et que je pense que l'objectif maintenant que vont avoir les autorités publiques, c'est justement de faire en sorte que la croissance soit un peu plus forte et du coup que les salaires soient plus élevés et qu'on arrive tout en ayant, encore une fois, une inflation modérée, ce qui permettra au final d'avoir une augmentation du pouvoir d'achat. C'est ce qu'on peut souhaiter et en tout cas c'est ce qui est recherché aujourd'hui. Ce serait une bonne résolution et un joli souhait effectivement pour cette année. Merci beaucoup en tout cas. Explication signé Nicolas Gottsman, responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la Cité. Merci, salut.